Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat. Le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat. Et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Aujourd'hui avec un nouvel épisode témoignage en droit de la famille. Océane est maman de 2 enfants, séparée et en cours de finalisation de son divorce avec le papa de ses filles. Nous avons abordé de nombreux sujets liés à la séparation, le choix difficile du départ, la gestion de l'avant-divorce, les premières décisions à prendre, la médiation, son organisation avec ses filles et notamment la mise en place de la résidence alternée. Mais c'est surtout son expérience et ses valeurs qu'Océane nous livre sans filtre et avec une grande sincérité. Un épisode qui vous sera, j'en suis sûre, d'une grande utilité. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur son compte Instagram, INantyou. Et si vous souhaitez vous-même participer ou témoigner, n'hésitez pas à me contacter directement par Instagram ou par mail. Vous avez tout en barre de description. Et si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant 5 étoiles ou en nous laissant un avis. Allez, bonne écoute! Bonjour Océane, merci d'être présente à distance, mais présente quand même pour l'enregistrement de cet épisode de podcast. Donc je vais te laisser peut-être te présenter dans un premier temps avant d'entrer dans le vif du sujet. Pas de problème. Alors, je m'appelle Océane, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants de 4 et 6 ans. Je suis séparée de leur papa depuis 3 ans, bientôt divorcée. Et je suis cadre en collectivité territoriale et je suis aussi fille de parents de divorcés et l'aînée de 5 enfants. Et oui, une grande fratrie. Absolument. Donc, voilà, ça devait avoir marqué pas mal ton enfance, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte de la séparation, du divorce? Donc, il y a eu un mariage qui est intervenu en quelle année du coup? Alors, du coup, on s'est mariés en 2014. D'accord. On a eu Ali Rose en 2015, tout de suite après, Mélina en 2017 et on s'est séparés en 2019. Donc Mélina avait 18 mois. D'accord. Et donc on attend le divorce. Oui, je pense qu'on va revenir dessus, mais c'est bien aussi ton témoignage par rapport à ça, c'est qu'on a une grande temporalité, donc ça fait une grande période aussi où tu vis dedans, hein, tu vis divorce, j'imagine, depuis quelques mois. Exactement ça. Donc c'est aussi intéressant de montrer cette facette-là parce que chaque cas est vraiment différent et donc c'est intéressant de pouvoir parler du vécu de tout le monde. Donc au niveau de la temporalité, donc on est en 2019, tu te sépares du papa de tes filles. Comment ça se passe? Quel est ton ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des choses plus marquantes que d'autres? Alors oui, à ce moment-là, la séparation, comme souvent les séparations, c'est quand même pas très évident. On sait tout de suite que de toute façon on va divorcer, quoi. Qu'on est au bout du truc, il n'y a pas eu de questionnement de voilà, est-ce qu'on essaye quoi que ce soit. Je pense qu'on avait suffisamment essayé. Donc on se sépare. Moi, on prend des avocats tout de suite au mois d'avril. On s'est séparés au mois de mars et tout de suite, moi j'ai mon premier contact avec mon avocate au mois d'avril. D'accord. Oui, donc ça, c'est quelque chose que tu avais mûri quand même ou ça a été un peu un déclic du jour au lendemain parce que je crois que c'est toi qui as pris cette décision plus que ton futur ex-mari. Ah oui, c'est moi qui suis partie. A priori, il s'y attendait pas. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit tout de suite avant que ne se passe quoi que ce soit. Et donc du coup, on était à un point de non-retour, quoi. Donc il y avait pas tellement de choix par rapport à la séparation, quoi. Que d'ailleurs que cette histoire fonctionne ou pas, je veux dire rien que le fait que c'était possible, que c'était pas, voilà, c'est qu'il fallait que ça s'arrête. Et donc voilà, donc du coup effectivement le divorce c'était une évidence quand même pour les deux, je pense, assez rapidement. D'accord. Oui, il n'y a pas eu de réticence de sa part ou de bâton dans les roues à ce moment-là pour non, pas du tout. Voilà. Il n'y a jamais eu, en fait, sur le principe du divorce de bâton dans les roues. Je veux dire, il a toujours été d'accord, vu où on en était, de toute façon, qu'il fallait qu'on divorce.
C'est après dans l'exécution des choses où quand même c'est plus compliqué. Mais par contre sur le principe, non, il n'y a jamais eu de souci. Donc on a tous les deux vu des avocats assez rapidement. On a enclenché les choses très rapidement, surtout par rapport à la garde des enfants, que ce soit posé, que ce soit acté. Et puis assez rapidement, comme c'est devenu un petit peu compliqué personnellement, c'était compliqué que j'ai quelqu'un d'autre, etc. Et du coup, moi, les relations devenaient trop tendues. Et du coup, j'ai demandé une médiation juste après l'été, cette année-là. D'accord. Ça, c'était... Alors, est-ce que tu en avais entendu parler par le biais de ton avocat d'une possibilité d'avoir une médiation ou est-ce que tu en as entendu parler par ton entourage? Alors, c'est quelque chose que je connaissais parce que je suis quand même juriste de base. Donc, voilà. Du coup, effectivement, tout ce monde-là, je le connais bien. Ma tante était avocate, elle a été bâtonnière pendant des années. Bon, tout ça, c'est effectivement des choses que je connaissais. Après, j'en ai parlé à mon avocate qui elle-même est médiatrice d'ailleurs, donc elle m'a dit qu'effectivement, ça serait quand même une bonne chose. Et puis, donc voilà, on a vu 2 médiateurs qui n'étaient évidemment pas nos conseils. Alors, si on peut expliquer pour les auditeurs ce qu'est un médiateur, enfin, ce qu'est même une médiation dans le cadre d'une séparation ou d'une autre chose, c'est en fait un tiers qui va intervenir pour pouvoir, avec les deux, notamment ici, époux, séparément puis ensemble, enfin, ça dépend de leur manière de procéder, tu pourras peut-être d'ailleurs nous en dire plus, pour essayer de discuter, éventuellement d'arriver à s'entendre sur certains points, tout ou une partie des points, et puis ça permet un peu parfois d'ouvrir le dialogue avec un tiers. Voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les rancœurs et les sentiments et les colères et la tristesse sont tellement importantes que c'est très compliqué de se parler à deux. Et c'est normal, enfin, je pense que c'est complètement logique et du coup, la médiation, elle permet vraiment ça, ça n'empêche que c'est très dur, etc., mais ça, il y a que le temps qui fera et le travail personnel. C'est pas à deux qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Ça n'empêche qu'à côté, il faut que ça avance pour les enfants. Il faut que la situation administrative concrète, elle avance. Et c'est pas la même temporalité que les sentiments et la tristesse et la colère. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment intéressant à ce moment-là d'avoir des professionnels dont c'est le métier, avec qui on se retrouve et où on peut parler uniquement de ce qui peut avancer. Donc, c'est-à-dire les choses concrètes, les enfants, etc. Et en fait, ça nous aide à sortir des ressentiments et ça nous aide à faire le tri et à avancer sur ce qui peut avancer. Et donc, du coup, c'est vrai que ça avait été très aidant. Nous, on avait 2 médiateurs avec nous. On avait une femme et un homme. Intéressant. T'as senti que c'était important d'avoir 2 personnes à ce moment-là? Tu as vu la plus-value, entre guillemets? Enfin, Oui, je pense que c'était intéressant parce que je trouve que dans les séparations, quand on voit une seule personne, c'est tellement douloureux et on peut être tellement triste qu'une seule personne, on peut se dire ouais, mais il a dit ça, mais c'est que son avis à lui. Peut-être il ou elle est de ton côté ou du mien. Enfin, là, le fait d'avoir 2 personnes, c'est-à-dire que je trouve que ça enlève toute ambiguïté du parti pris de quoi que ce soit. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas faux. Après, c'est sûr que souvent les médiations, il faut quand même dire, c'est souvent une seule personne, voilà, pour que les gens soient pas surpris. Mais c'est effectivement intéressant. Puis en plus, les médiateurs, ils ont chacun leur manière de faire, chacun leur technique aussi, leurs approches, et donc ça peut être pas mal d'avoir 2 points de vue. En fait, c'est d'ailleurs pareil que pour l'avocat. Il faut savoir qu'avant, il était possible, quand on divorçait, d'avoir un seul avocat si on était d'accord. Et maintenant, on est obligé d'en avoir chacun son avocat. Et c'est pareil, je trouve que c'est absolument nécessaire que chacun puisse avoir son conseil, quand bien même on est d'accord, même pour la partie psychologique, enfin, soutien. Voilà. Ça, est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça aussi par rapport à ton conseil? Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'était absolument... Bah, de toute façon, nous, on n'avait pas le choix parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais la petite subtilité dans ce divorce, c'est que mon futur ex-mari étant américain, on ne peut pas faire de consentement mutuel. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est pas tellement qu'on peut pas, mais si on le faisait, on aurait été divorcé qu'en France et pas aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de divorce sans juge là-bas. C'est pas une procédure qui est validée. Donc, voilà. Donc, il fallait une autre procédure de divorce. Donc, avec chacun de toute façon son conseil. Mais de toute manière, je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, c'est vraiment important.
les intérêts sont pas les mêmes. C'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui nous soutient dans ce moment-là. Enfin, même pour cette partie administrative et juridique et tout ça. Et parce que tout est lié, quoi. Il y a quand même, on parle des enfants, on parle de tout ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important d'avoir son propre conseil. Ça, franchement, à part vraiment. Après, je sais qu'il y a des séparations qui se passent tellement paisiblement. Les gens sont d'accord, il y a un consentement mutuel. En 3 mois, c'est réglé. Bon. Alors moi, je suis de celles qui disent que c'est jamais si facile. Ouais, voilà. Après, il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans l'action et qui ont donc besoin que ça aille vite. Et les deux sont dans le même état d'esprit et du coup, ça va vite. Mais c'est jamais facile. Moi, j'ai eu des dossiers parfois où tout s'est passé comme sur des roulettes, on va dire. Et puis, au rendez-vous de signature, on va avoir des pleurs, on va avoir une prise de conscience. Enfin, voilà, c'est jamais aussi simple que ça. Et même quand ça se passe bien et qu'on est tous les deux d'accord, à mon avis, il faut quand même cet aspect temporel. Et c'est exactement ce que tu disais, je trouve ça très intéressant, c'est que le problème parfois dans les divorces, c'est qu'on a une temporalité qui peut être différente et on a des décisions à prendre, alors même qu'en soi, il nous faudrait le temps de digérer la partie ressentie pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou en tout cas décorréler de ce qu'on ressent vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne. C'est exactement ça. Voilà. Et nous, je pense que c'est pour ça que ça a été si long, c'est-à-dire que effectivement, on n'a pas non plus. Et puis en plus, entre les deux, on a tous besoin d'un peu plus de temps, évidemment, pour ce qui est sentiments personnels, etc. Et en plus, on n'a pas besoin tous du même temps non plus. Moi, je vais me remettre, par exemple, relativement rapidement des choses. C'est pas forcément le cas de tout le monde. On n'a pas la même résilience à la même vitesse, je veux dire. Et ça, c'est vachement difficile à gérer parce que on peut pas en vouloir à l'autre. Enfin, moi, j'en ai jamais voulu de ça, mais ça n'empêche que c'est extrêmement difficile parce que quand la temporalité, elle est vraiment très longue, là, par exemple, on parle quand même de 3 ans, c'est long et en même temps, voilà, c'est long et tu peux en vouloir à personne, c'est comme ça. Mais effectivement, là, je pense que le rôle des avocats, il est vraiment important, quoi. Mais après, les avocats, ils peuvent pas faire des miracles non plus, hein, sur l'avancée des choses et le processus personnel des gens. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent quand même guider et rassurer, quoi. Oui. Je pense que c'est effectivement important d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance. Enfin voilà, il faut qu'on se sentir épaulé dans le cadre de son divorce. D'ailleurs, comment toi tu as choisi ton avocat? Est-ce que tu en as vu plusieurs? Est-ce que tu en as vu un seul? Est-ce qu'il t'avait été conseillé? Alors moi j'en ai vu qu'une qui m'avait été plutôt conseillée. Comme ma tante était bâtonnière, elle avait des amis. Alors pas bâtonnière d'ici, mais elle avait des amis proches qui étaient venus ici, donc elles m'ont adressée et puis après ils m'ont conseillé. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé les médiateurs aussi. C'est vrai que c'était plutôt par contact comme ça. Mais ça a tout de suite matché avec elle, quoi. Tu l'as vu en rendez-vous, tu t'es dit, voilà, ça c'est la bonne personne. J'ai tendance à penser qu'il y a un peu cet aspect-là. Hein. C'est pas la bonne personne. Je t'avoue qu'on va être complètement transparente. Je pense qu'à refaire, j'aurais pas choisi le même conseil. Ah bah voilà, mais ça c'est très intéressant. J'ai pas osé. J'étais remplie de culpabilité. Je pense que j'ai été relativement jugée par mon conseil. Bon. Ah oui. Voilà. Je pense que voilà. Et ça serait à refaire. Je pense que je changerais de conseil, mais à ce moment-là, j'étais tellement remplie de culpabilité que du coup, ça allait avec ce que je ressentais, quoi. Oui, ça te renvoyait l'image que tu avais déjà de toi-même. Exactement. C'est exactement ça. Donc, je pense que c'était pas la meilleure idée du monde et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. C'est vrai. Mais c'est pour ça que là, on reparle de temporalité aussi. C'est que j'étais à un moment donné, il fallait un peu de temps pour sortir de cette culpabilité, même si j'en suis pas du tout encore sortie, mais en tout cas, à ce point-là, quoi. Et du coup, ça serait aujourd'hui, je pense que je changerais de conseil pour avoir, avoir quelqu'un qui est au moins plus neutre, quoi. Mais bon. Mais je pense que c'est important, et nous, on en a déjà fait plusieurs épisodes sur le podcast, mais de bien se rendre compte qu'on a le choix, en fait. Vraiment, c'est exactement ça. Et qu'en fait, c'est normal. Parfois, ça peut très bien passer avec quelqu'un et pas du tout avec quelqu'un d'autre. C'est une question aussi de personnalité, d'histoire, de rencontre, en fait. Et donc, il faut pas hésiter. Alors, c'est sûr que c'est des moments de vulnérabilité où on a aussi envie d'être tout de suite pris en charge. Donc, c'est de l'énergie supplémentaire. Hein, s'il faut trouver quelqu'un, on n'a pas beaucoup d'énergie dans ces moments-là. Donc, déjà, il faut trouver quelqu'un éventuellement qu'on nous recommande. Puis ensuite, prendre la décision, non, ça va pas, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas forcément évident. Mais vous en avez la possibilité. Parce que parfois, certaines personnes
n'ont pas cette conscience-là, en fait, que... C'est ça. voilà. Et il faut vraiment se le dire, c'est exactement comme pour un psy. C'est pas du tout le même travail, évidemment, mais c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, des psys, il faut en faire plusieurs avant de trouver la personne qui convient. Et c'est vrai que c'est un peu d'énergie, mais c'est hyper important. Enfin, c'est moins engageant, évidemment, personnellement que le psy. Donc, c'est pour ça que, bon, au final, j'ai pas changé, etc. Je serais pas partie comme ça avec un psy qui me conviendrait pas pendant longtemps. Mais c'est effectivement ça. Et je pense que de le dire et que les gens l'entendent, et ben, du coup, quand ça va arriver, on aura une petite voix dans la tête, ok, en me disant, ok, ça, j'en ai entendu parler, je peux changer, quoi. Je peux m'autoriser, c'est ok. C'est ça, tout à fait. Enfin, moi, je pense que c'est très important que les gens sachent qu'ils ont le choix parce que c'est un moment, bien sûr, c'est ce que je fais de manière quotidienne, c'est un peu mon cheval de bataille, mais pour moi, c'est jamais à prendre à la légère, même quand on est d'accord, etc. C'est une période tellement particulière qu'on mérite tous d'avoir quelqu'un qui semble être la meilleure personne pour nous accompagner. Voilà. Absolument. Et c'est pas du tout pour dramatiser les choses, mais même quand on est d'accord ou qu'on est apparemment d'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les choses, elles sont en vrai, elles sont pas si simples. Et moi, je me suis quand même vraiment heurtée à ça et j'aurais pas pu faire autrement parce que on peut pas réécrire, c'est-à-dire on peut pas dire bah si j'avais su par exemple j'aurais assigné et puis j'aurais pas attendu qu'on soit d'accord, ça serait allé plus vite, mais je pouvais pas deviner parce que lui pouvait pas deviner non plus. Je pense que c'est pas qu'il y a un profond désaccord, c'est juste que c'est compliqué d'avancer, quoi. C'est difficile et on pouvait pas forcément le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que ton avocat, du coup, il peut te suivre beaucoup plus longtemps que ce que tu pensais à la base. Oui, bah dans ton cas, du coup, c'est un exemple flagrant, effectivement, où tu as plusieurs années, en fait, avec ton avocat, alors que tu pensais peut-être au tout départ, avant de savoir pour la subtilité États-Unis, etc. C'est vrai que ça, c'est aussi intéressant que les gens le sachent, c'est que parfois, quand il y a un élément d'extranéité dans un dossier, pas tout le temps, mais voilà, par exemple, typiquement les États-Unis, eh ben, on a moins de choix, voilà, dans les procédures de divorce, et donc on est obligé de s'orienter vers une autre procédure. Ça, c'est des données à prendre en compte, et forcément, le temps n'est plus le même aussi. Tout à fait. Il y a tout à fait ça qui a rallongé les choses, et puis voilà, et puis le fait que et pourtant, là, ça fait 3 ans, la requête conjointe va être là et signée. Elle n'a pas changé depuis 3 ans, quoi. Il y a pas eu d'autres éléments, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de nouveauté. Et il y a très peu de choses dedans, puisqu'en plus, on n'avait même pas de biens immobiliers en commun, etc. Donc, il y a vraiment juste la garde des enfants et ce qu'il y avait de côté à partager, c'est tout, quoi. Et il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Donc, voilà. Mais parfois, ça peut être, voilà, beaucoup de... Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, effectivement. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est toi aussi par rapport à ton sentiment vis-à-vis de cette séparation. Donc, tu es celle qui est partie, donc tu as eu un fort sentiment de culpabilité. Est-ce que tu as eu du mal à dealer avec ça? Parce que, voilà, on en a déjà parlé, notamment aussi dans le podcast avec Anne Collin, où elle a eu également ce sentiment de culpabilité. Comment toi, tu as géré ça? Est-ce que tu t'es fait accompagner pour cette partie-là ou... Ouais, bien sûr. Ouais, moi, j'ai vu une psy pendant quelques temps par rapport à ça. Mais franchement, honnêtement, j'en suis pas encore sortie. En plus, moi, c'est vrai qu'il y a ce côté, en plus, de quelqu'un qui est pas dans son pays. Et donc, du coup, ça rajoute à la chose et il faut régulièrement que je me rappelle que voilà, qu'il est venu, enfin, en plus, il connaissait déjà la France avant, il était déjà passionné de la France, qu'il est venu, enfin, voilà, mais moi, je pense que si ça a pris aussi autant de temps, si j'ai pas été beaucoup plus ferme à des moments, c'est à cause de ça aussi, quoi. Mais justement, c'est pour ça que j'en parle à ce moment-là, parce qu'effectivement, c'est souvent ça aussi, c'est que parfois on est plus flexible ou on ose moins faire des choses parce qu'on a ce sentiment de culpabilité. Et c'est ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pense que là, ça serait aujourd'hui, 3 ans après. Dès le départ, je pense que j'aurais été beaucoup plus ferme que ça, quoi, tu vois. Mais c'est pareil, c'est difficile de réécrire l'histoire. Jamais, vraiment, au départ, jamais j'aurais pu imaginer que je mettrais 4 ans à divorcer. J'aurais jamais pu imaginer ça, quoi. Vraiment. Non, le but, c'est pas du tout de réécrire l'histoire, mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi de ce sentiment-là. Parce que ceux qui partent peuvent se dire, moi, je suis pas légitime à être malheureux. Exactement ça. Et le problème, c'est que ça n'aide personne en plus. Ce sentiment de culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui sert au début pour avoir
il faut juste s'en servir pour un déclencheur, pour dire, OK, là, il y a un truc qui est pas aligné, il va falloir que je fasse autrement dans ma vie, mais pas plus que ça, parce que ça n'aide personne. Je veux dire, ça n'aide pas celui qui la ressent et ça aide pas celui d'en face de rester dans un truc un peu entre deux parce qu'on se sent hyper coupable. Enfin, ça n'aide personne. Enfin, ça n'aide personne à refaire sa vie, ça aide pas à passer à autre chose. Ça, vraiment, c'est pas quelque chose d'aidant du tout, quoi. Mais quand on a été, moi j'ai été un peu en plus construite avec ça et bah du coup c'est pas simple à s'en détacher, quoi. Ça vient pas juste de cet événement-là, quoi. C'est quelque chose qui est ancré, donc voilà, c'est là qu'on voit que l'histoire personnelle elle joue beaucoup. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement tu avais anticipé peut-être ce que tu as ressenti à ce moment-là, ou est-ce que ça a été un peu, ça a été un choc aussi pour toi, tout ce que tu as pu ressentir? Tu parles de ton histoire personnelle. Est-ce que toi dans ta famille tu avais des gens qui avaient divorcé? Est-ce que c'était impensable pour toi de divorcer? Parce qu'il y a ça aussi, parfois il faut faire le deuil un peu de ce qu'on avait imaginé, projeté, et c'est toi-même qui es responsable de cette situation. Donc comment tu as vécu tous ces aspects-là? C'était pas facile. C'est vrai que mes parents ont divorcé, moi, quand j'avais 18 ans. Donc, j'avais vécu toute mon enfance avec des parents ensemble et qui s'aimaient beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir ce modèle-là, quoi, de parents vraiment qui s'aimaient fort, qui étaient heureux, etc. Et puis, qui ont quand même fini par divorcer. Mais j'étais déjà construite, quoi. J'étais déjà quand même jeune adulte. Et du coup, j'avais pas de barrière forcément sur la séparation, mais j'avais vécu toute mon enfance avec des parents ensemble et heureux, et c'est vraiment ça que j'avais envie de reproduire, quoi. C'était vraiment, et quand je me suis mariée, je me suis pas du tout. D'ailleurs, j'ai failli me marier une première fois, et je me suis séparée 4 mois avant le mariage parce que là, je savais que j'allais me marier en me disant ça va pas aller, quoi. Là, quand je me suis vraiment mariée, pour le coup, j'avais pas du tout ça. J'étais sûre. Voilà. Donc je m'attendais pas à ce tsunami-là. Je m'attendais pas à ce que ça arrive, et ça a été extrêmement difficile de lâcher cette image de famille et de femme mariée avec le père de ses enfants et ses enfants. Et vraiment, le statut de femme divorcée, le statut de maman solo et tout, c'est vraiment pas facile, quoi. Et c'est vraiment pas une image que j'aime de moi. Mais, mais en même temps, voilà, les priorités ont changé. J'avais pas du tout envie que, enfin, c'est même pas que j'avais pas envie, c'est que je pouvais pas. De toute façon, j'étais en train d'étouffer, d'imploser, voilà, et je voulais pas que les enfants aient cette responsabilité-là d'avoir une maman qui reste pour elles. Je trouve que c'était un poids sur leurs épaules qui était pas juste, quoi. Et c'est sûr que la vie, elle est pas très facile avec des parents séparés, mais au moins elles ont pas le poids du malheur de leurs parents sur les épaules, quoi. Et ça, c'est ça qui est passé avant, quoi, clairement. Oui, donc ça, c'est sûr que c'est intéressant de voir tout le cheminement et ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Et c'est souvent des sentiments qui sont évoqués par les personnes qui, voilà, c'est que c'est plus fort en fait que tout le reste, hein. Il y a pas vraiment une question de choix. Parfois, c'est juste que ça s'impose comme ça. Et les enfants, on avait cette image avant, oui, il vaut mieux rester ensemble pour les enfants. Puis on a bien vu ce que ça a pu donner sur des enfants qui ont vu leurs parents toute leur enfance se disputer, vraiment être malheureux. Ça fait pas plus d'enfants heureux que des enfants voilà, qui ont voit leurs parents heureux, hein. On sait que à la base, les enfants, ce qui leur fait du bien, c'est de voir leurs parents heureux, peu importe qu'ils soient ensemble ou séparés. Et est-ce que toi, vis-à-vis de ce statut, vis-à-vis de ton entourage, est-ce qu'il y a certaines choses est-ce que tu as été soutenue? Parce que je sais qu'il y a aussi toute cette question-là où parfois on peut un peu se retrouver seul, notamment vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Il peut y avoir des incompréhensions, une difficulté à assumer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou pas du tout? Nous, clairement, enfin, moi, franchement, il n'y a plus eu d'amis, hein, après, hein. De ton côté, tu veux dire? Ah ouais, franchement, c'était, alors, pas mes amis d'enfance, mes amis à moi d'avant, d'enfance, ça a pas changé, mais de toute façon, elles sont loin, elles sont pas sur place et tout ça. Et puis ça, c'est pour la vie, c'est différent. Mais par contre, tout le cercle social qu'on avait ensemble, clairement, on était une entité, quoi. On était une entité couple, une entité famille. Et quand cette entité, elle s'est arrêtée, tout s'est arrêté, quoi.
Ouais, donc ça, c'est très difficile Ça, à... c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et c'est vrai que c'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. C'est pas juste ou pas juste, mais on peut avoir ce sentiment un peu de. Ouais, c'est. Alors là, voilà, ça en rajoute encore aussi à la culpabilité, quoi. C'est ouais, ça c'était vachement difficile. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut du temps. Alors en plus c'est tombé, c'est vrai que le timing était relativement assez mauvais, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que le Covid, ça a été en plein Covid, donc c'est-à-dire que après pour remonter et se refaire un cercle social du coup et reprendre une vie chacun de son côté, bon bah là ça a pas en plus été possible, donc on est resté comme bloqué dans la situation de départ quoi pendant 2 ans. Donc bon, voilà, c'est juste que ça n'a pas été simple. Mais c'est vrai que ça, c'est dur, quoi. C'est difficile à plein d'égards parce que tu te dis, du coup, effectivement, t'es une entité, les gens ne sont pas forcément là personnellement pour toi, mais tous les gens qui se séparent, enfin, la plupart connaissent ça, hein, de perdre des amis. Alors, soit il y en a qui vont d'un côté ou de l'autre, etc. Mais ou des fois, nous, je crois que c'est même pas aller de l'un côté ou de l'autre, quoi. C'est que juste globalement, on a perdu notre cercle social, quoi. Ah oui, ni ils se sont pas tournés vers lui, comme c'est parfois le cas quand il y en a un qui part, et ben les amis ont tendance à se dire bon bah du coup voilà, je vais aller soutenir celui qui doit souffrir le plus de la situation. Je dis bien Oui. que voilà, c'est des a priori. Mais là, si c'est aussi une possibilité. Du coup, vous n'existez plus en tant que famille et donc ça n'a plus, enfin voilà, socialement parlant, c'était plus accepté. C'est pas du tout évident, quoi. C'est vrai que moi, je trouve que ça, c'est pas évident. Et puis voilà, tu le sens bien quand même à l'école. En plus, alors après, ça dépend dans quelle école tu es. Moi, les enfants sont dans une école catholique traditionnelle privée. Je pense que voilà, des parents séparés, il y en a plutôt moins qu'ailleurs. Et c'est vrai que le regard, ou en tout cas ce qu'on pense, euh, le regard qu'on a sur nous et je trouve qu'il est pas simple à gérer, quoi. Et pas simple à gérer parce que c'est vrai que c'est une situation, moi j'aimerais bien, moi je rêverais d'être remariée, d'être même en famille recomposée, ça me perturbe pas trop, je pense qu'on peut être vraiment très heureux et tout, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, je trouve que c'est pas simple voilà, cette période, voilà, de juste parents séparés, quoi. Parents solo, ouais. Ouais. Et du coup, au moment de la séparation, vraiment, on revient quelques années en arrière. Est-ce que malgré tous ces sentiments, malgré tout ce qui est arrivé un peu comme un tsunami, comme j'aime bien le dire, est-ce que vous avez réussi avec le papa à vous centrer quand même et peut-être même à avoir des discussions entre vous ou avec vos filles par rapport à cette séparation et à ce qui allait se passer? Oui, là franchement, il a vraiment pu quand même prendre sur lui, je pense, malgré la tristesse à ce moment-là. En fait, ça a été très vite. Bon, moi, je suis très, très dans l'action. Tu es de la team action. Ouais, je suis tout à fait de la team action. Je digère après, mais voilà. Et en fait, je voulais que ça, effectivement, que ce soit rapide, quoi, parce que on était dans une maison, etc. Donc, on en a parlé de toute façon dès qu'il y a eu quelque chose de mon côté, je lui en ai parlé tout de suite. Je lui ai dit maintenant, enfin voilà, c'est terminé, il faut qu'on se sépare. Et je pense que ça c'était début mars, on a fait chambre à part tout de suite. On a parlé aux enfants tout de suite, genre le lendemain ou le surlendemain. D'accord, oui, donc vous avez été capable de mettre des mots Tout de suite. ensemble tout de suite. Ouais. Ah oui, Tout de suite, on les a vus tous les deux à deux. Bon, elles avaient 3 ans et 1 an et demi, elles étaient vraiment petites, hein. Donc voilà. On leur a tout de suite dit, voilà, ben, papa et maman sont plus amoureux, donc ils vont plus vivre ensemble. Mais par contre, ça reste toujours vos deux parents ensemble et ça reste, ça changera jamais. On restera toujours une famille, même si papa et maman c'est plus des amoureux. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. On a fait chambre à part immédiatement et j'ai dû déménager 3 semaines après, ou un mois après. Ah oui, donc la cohabitation, on va dire, séparée a été très brève. Très bref, ouais. T'as pas eu peur à ce moment-là? Enfin, alors le fait que vous entendiez, est-ce que vous avez tout de suite mis en place? Parce qu'en fait, c'est cette période-là aussi qui est très, très compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, on veut se séparer tout de suite et de corps, enfin, entre guillemets. Enfin, on veut être à 2 endroits différents, mais quand il y a des enfants, il faut quand même bien se dire, bah, on part pas comme ça aussi facilement, hein, que s'il y avait pas d'enfants, en se disant, bon, bah là, je prends mes affaires et je m'en vais, il n'y a pas d'incidence. Mais quand on a 2 enfants de l'âge de tes enfants, enfin, est-ce que tu as eu une inquiétude que tu puisses partir et pas les voir comme tu veux? Ou à l'inverse, bah, est-ce que je les prends avec moi? Enfin voilà, comment tu as vécu Non, ce on moment? a fait de la garde alternée tout de suite. D'accord. Il t'a rassuré tout de suite? Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu d'insécurité, vous vous êtes mis d'accord immédiatement sur comment vous allez faire
quand il y en a on s'est un mis ou d'accord l'autre? tout de suite parce que moi aussi, je pense que j'étais à un stade d'épuisement maternel. Je dormais pas depuis 1 an et demi. Moi, j'avais pas du tout d'angoisse d'être en garde alternée à ce moment-là. Ça m'a sauvé la vie à ce moment-là, vraiment. Enfin, j'étais à un tel état d'épuisement, de charge mentale, je pouvais plus quoi. Je pouvais plus. Et donc du coup, on a fait la garde alternée tout de suite quand j'ai déménagé 1 mois après. On a fait des demi-semaines parce que ma petite était pas sevrée, elle tétait encore. Donc et puis elles étaient trop petites pour faire des semaines complètes. On a fait des demi-semaines tout de suite. Mais ça a même pas, la question ne s'est même pas posée, quoi. C'est-à-dire que je pense que la question ne s'est pas posée pour lui. Jamais j'aurais pu, enfin, on se connaît, je veux dire, et on s'aime en tant que parents, et on sait très bien que ni l'un ni l'autre n'aurait jamais voulu vivre sans ses enfants. Je veux dire, c'était pas, et on est tous les deux convaincus que nos enfants ont besoin de l'un et l'autre. Ça a vraiment pas été une question du tout. Enfin, Mais ça, c'est vraiment positif et c'est vrai que c'est l'unique, rassurant ouais, pour les deux côtés. l'unique question, ça a été comment on fait? Est-ce qu'on fait une semaine? Quel jour on se les redonne? Quel jour est-ce qu'on fait des demi-semaines? Il y a pas eu du tout l'étape de la question comment on fait pour la garde. Ça a tout de suite été l'organisation, comment on organise la garde alternée. Il n'y a pas du tout eu de question là-dessus. Et moi, je l'ai relativement bien vécu parce que ça m'a allégé ma vie à un point pas possible. Ça a été plus dur évidemment pour le papa qui lui s'est rendu compte à ce moment-là et il me l'a dit, hein, il me dit j'avais pas mesuré quoi. Oui, mais ça c'est aussi intéressant de le dire, c'est que même des enfants en bas âge, déjà on peut mettre en place des résidences alternées parce que finalement ta dernière elle avait 1 an et demi. Oui. Donc ça c'est quand même voilà une chose. Oui, la garde alternée est possible. Surtout Absolument. si les parents sont d'accord et qu'en toute intelligence, on trouve des solutions qui sont adaptées pour les enfants. Hein, c'est le seul objectif, entre guillemets. Mais c'est aussi intéressant de dire que la résidence alternée, ça peut être profitable, pas seulement pour dire je vais voir mes enfants autant parce qu'on est père et mère, mais c'est aussi cet aspect de dire on partage en fait l'enfant, les enfants, la gestion quotidienne des enfants. Absolument. Et en fait, des fois, je me suis posé la question, je me suis dit, Mina était quand même vraiment petite. Peut-être qu'elle aurait eu besoin de rester avec sa maman jusqu'à ses 3 ans, plus que ça, et pas que la moitié du temps. Sauf que, effectivement, l'intérêt des enfants, c'est d'avoir des parents quand même qui vont bien. Et moi, j'allais pas bien. J'étais absolument épuisée. Je n'arrivais pas à me faire entendre là-dessus. Et du coup, ça m'a sauvée de nous séparer et d'être en garde alternée à ce moment-là. Et donc, du coup, le bénéfice pour les enfants, il était là aussi. C'était vraiment important. Mélina, elle avait pu son tété la moitié du temps et tout ça, sauf qu'elle avait une mère qui allait mieux. Elle avait une mère qui dormait, qui avait plus de. C'était un stade. Je m'étais endormie 2 fois au volant en les emmenant à la crèche le matin, tellement j'étais. C'était plus possible, quoi. Donc voilà, donc du coup, effectivement, dans la gestion quotidienne et la santé, même la santé physique et mentale, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique pour moi. Je pense que ça a été bénéfique pour leur père dans se rendre compte de ce que vraiment ça signifiait de gérer des enfants. Hein. Parce que jusque là, lui, il était en déplacement la moitié du temps et tout ça. Et en fait, moi, ma vie, elle était presque plus simple quand j'étais toute seule. C'est pour ça aussi que bon, quand on s'est retrouvés en garde alternée, moi seule avec les enfants, j'avais la même vie qu'avant, sauf que la moitié du temps, je pouvais dormir et puis je pouvais souffler, quoi. Oui. Donc, voilà. Et aujourd'hui, la résidence alternée, tu la vis comment? Parce que aujourd'hui, tu es un peu plus reposée, du coup, j'imagine. C'est plus dur. C'est plus dur, ouais. Est-ce que ce qui est dur, c'est le fait de... Parce que là, vous êtes passé sur quel rythme, du coup? On est à une semaine depuis l'entrée à l'école de Mélina, du coup, depuis sa petite section et la moyenne section, tu vois, depuis l'année dernière. C'est un changement que vous avez fait parce que vous sentiez que c'était mieux pour vos enfants, ou est-ce que c'était Oui, une question pour elle. d'organisation? D'accord. Non, c'était plus pour elle. Pour nous, c'était plutôt beaucoup plus dur parce que ça fait long, une semaine. Mais pour elle, c'était le bazar. C'était vachement compliqué même dans les jours, on voyait bien qu'elles n'arrivaient pas à ancrer les jours de la semaine, les dates, tout ça. C'était trop compliqué les 2 jours et demi. Parce qu'en fait, elle manquait de repères. Du coup. Ouais, elle manquait de repères. Tu fais 2 jours et demi, t'enchaînes sur un week-end. Donc en fait, ça fait 2 jours et demi, 5 jours, 2 jours et demi, 5 jours. Enfin, c'était un peu, c'était trop galère. Et donc du coup, on s'est dit bon là, c'est l'entrée à l'école. On s'est rendu compte aussi, les 2 jours et demi, souvent, tu te les passes de parent à parent. Alors que quand tu fais une semaine,
on les dépose à l'école le vendredi matin, on les récupère l'autre le vendredi soir. Du coup, on se croise pas et c'est beaucoup plus simple pour elles. Nous, on n'a pas de souci à se croiser parce que on se voit d'ailleurs sans les enfants, du coup, pour parler des enfants. On se fait des points, tout ça, etc. Mais les enfants, c'est compliqué de passer d'un parent à l'autre. Elles ont cette espèce de conflit de loyauté qui est trop difficile. Et puis, donc, on veut vraiment pas leur imposer ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est passé sur la semaine. Et vraiment, on a vu le bénéfice. Pour elles, c'était beaucoup plus facile. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est aussi un bon conseil et c'est quelque chose qui est vraiment, entre guillemets, «universel» chez les enfants, c'est qu'ils ont beaucoup de mal dans les passations si jamais ils voient leurs 2 parents. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ils comprennent pas forcément, pourquoi, du coup, il y en a un qui s'en va, pourquoi l'autre reste. Ça les met vraiment dans une, dans Elles les mettent dans une situation très difficile. Maintenant, elles sont en âge, elles le comprennent, mais c'est vrai que c'est au-delà de la compréhension, c'est au niveau du sentiment. C'est trop dur. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que quand on le peut, parfois, soit c'est la nounou quand ils sont pas à l'école, il y en a un qui dépose le matin et puis l'autre qui récupère, ou la crèche. Et puis quand c'est à l'école, ça facilite encore les choses. Et ce que tu disais aussi sur les repères, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est à partir du moment en plus où il y a l'entrée à l'école avec les jours déjà, ou quand est-ce que je suis à l'école, quand est-ce que je suis pas à l'école, plus quand est-ce que je suis chez papa, quand est-ce que je suis chez maman, ça commence à faire beaucoup. Et là, toi, une semaine sans tes enfants, ça te paraît trop long. Dans l'idéal, tu aurais préféré que vous continuiez sur un rythme comme ça. Mais est-ce que tu arrives quand même à y voir un intérêt? Enfin voilà, je trouve que c'est aussi important de dire que tu vois, si c'était aujourd'hui que tu te séparais, est-ce que tu aurais refait ce choix de la résidence alternée? Est-ce que tu te serais posé plus de questions? Enfin voilà. Non, j'aurais fait pareil. Franchement, j'aurais fait pareil. Je pense que c'était le bon choix. Je pense que les 2 jours et demi au début, c'était ce qu'il fallait parce que Mélina, elle t'était quand même encore et qu'elles étaient quand même vraiment petites et que ça aurait fait trop long sans leurs parents. Pour nous aussi, ça aurait vraiment été trop. Non, franchement, je referais pareil. Et je pense que le timing de les passer à une semaine, là, quand ça a été possible, c'était très bien. D'ailleurs, on avait repris pendant le confinement 2 jours et demi, parce que pendant le confinement, quand on avait les enfants enfermés pour travailler, c'était hyper compliqué, pour être focus sur elles aussi. Du coup, on avait refait des demi-semaines parce que comme ça, on avait une demi-semaine où on pouvait vraiment s'occuper d'elles et une demi-semaine où on pouvait vraiment travailler. Donc, on s'était vraiment arrangé comme ça. Mais en temps normal, vraiment, une semaine, c'est bien. On a vraiment le temps de profiter, surtout, je trouve, du vendredi au vendredi parce que du coup, on les récupère et on passe un week-end où on est relativement reposé, on les a pas eus. On est trop heureux de se retrouver, on en profite et puis après on enchaîne sur sa semaine et puis elles s'en vont quand on commence à être un peu sur les genoux à la fin de la semaine. Donc il y a ce petit côté de soulagement, on va pouvoir se reposer. Franchement, je trouve que et je sais que leur père, on en parle régulièrement, c'est vraiment pareil, on le vit vraiment de la même façon, ça nous va vraiment bien. Et pour elle, c'est bien clair. Donc, ouais. Et même, c'est vrai que pour les parents, c'est cool de les rendre, entre guillemets, le vendredi à l'autre. Mais même pour les enfants, c'est très difficile. Parfois, certaines personnes font du dimanche soir au dimanche soir. Et souvent, nous, on préconise plutôt le vendredi parce que le dimanche, c'est la fin du week-end. Les enfants ont passé beaucoup de temps avec leurs parents. Ils doivent le quitter. Enchaîner sur une semaine d'école. Donc, pas voir beaucoup l'autre, en fait. Pas profiter beaucoup. Et après, ils repassent le week-end. Enfin, pour les enfants, c'est beaucoup moins simple de faire une passation à la fin du week-end. Et puis, pour les parents, du coup, tu as eu toute ta semaine de boulot avec les enfants. Tu les as récupérés. Effectivement, tu n'as pas pu profiter. Et tu finis avec eux sur un week-end alors que tu es sur les genoux et que tu auras envie de faire autre chose parce que tu n'en peux plus. Alors, c'est vraiment trop dommage, quoi. Ouais. Alors que là, c'est vrai que quand on les récupère, c'est le bonheur, quoi. Et on passe toujours des week-ends super. On a toujours l'impression qu'on est parti en vacances, quoi, parce qu'il y a ce côté, voilà, on les retrouve. Du coup, elles ont ça, et elles, c'est pareil. C'est vraiment, je trouve que du vendredi au vendredi, et comme ça, on se croise pas. Donc nous, on se voit pour s'échanger quelques affaires, mais on se voit en off, du coup, sans les enfants. Et vous faites ça régulièrement? Enfin, vous avez instauré quelque chose, des règles? On se voit quasiment une fois par semaine en général parce que c'est vrai qu'on a le sac avec les carnets de santé et puis on se rend les affaires de l'un ou de l'autre selon comment elles sont arrivées habillées. Et du coup, on a un sac que j'ai fait faire d'ailleurs avec des compartiments exprès, un sac garde alterné, quoi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Dis-nous peut-être, dis-nous en plus, ça peut servir à d'autres parents. Ouais, j'ai fait faire un sac à une copine couturière avec une pochette vraiment plaquée à l'intérieur avec pile poil la taille pour les carnets de santé pour que ça valdingue pas. Il y avait la pochette pour les tétines, il y avait la pochette et puis dedans il y a deux pochettes. Il y a une pochette pour mettre une paire de chaussures chacune parce que selon s'il pleut ou pas, les bottes, machin. Et puis, il y a une pochette avec les vêtements pour passer de l'un à l'autre. Et donc, du coup, comme ça, on sait que, en général, c'est relativement bien organisé. Et puis,
puis ça se passe bien comme ça, quoi. Donc, Ouais. et on se voit en général le vendredi midi, souvent. Elles sont à l'école et donc nous, on se voit, on se dépose le sac, on se donne des... Après, on s'appelle régulièrement, je veux dire, pour parler des enfants. Si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, bon, ça, c'est pas trop le cas. Souvent, on s'appelle quand on est en difficulté. Nous, qu'on a fait des trucs, on dit, ah, j'ai pété un câble, je me sens pas bien. En général, on s'appelle et on en parle, on débriefe, on se rassure, on se rebooste un coup et puis on reste des parents ensemble, quoi. Ça a pas du tout changé. Ouais, ça c'est hyper positif. Vous avez, enfin même plus que ça. Je veux dire là, vous êtes presque dans un coaching l'un et l'autre, et vous restez une équipe parentale à vous supporter dans le Pour les bon enfants, sens ouais. du C'est vrai terme. que pas pour le reste, mais pour ce qui effectivement, enfin pour le reste, oui, si on peut aussi arriver à, si on a déjà parlé de nos difficultés des fois de vie qu'on avait et tout, parce que tout ça a un rapport avec les enfants, quoi. C'est vraiment par le prisme des enfants, quoi. On continue à enfin, ça serait super bizarre à notre sens de pas le faire. Enfin, on a fait des enfants ensemble, ça changera pas. Je pense qu'on regrette pas ni l'un ni l'autre d'avoir fait nos enfants ensemble en plus. Donc du coup, on est toujours convaincu du bon parent que l'autre est, quoi. Donc du coup, je pense que ça aide beaucoup, quoi. Bah ça c'est primordial, et j'ai envie de dire c'est une chose qui n'est pas dans tous les cas. C'est-à-dire que justement parfois la séparation fait que un parent qui était un parent qu'on a choisi, enfin un compagnon de vie qu'on a choisi et qu'on appréciait en tant que parent, du moment où il y a une séparation, il peut y avoir un peu un remaniement des cartes, et du coup même la vision de l'autre peut être complètement altérée. Ce qui donc n'a pas été ton cas. Pas du tout, pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment important quand on choisit la personne avec qui on fait les enfants, ça quand même, parce que c'est vrai que, et je pense qu'il y a des gens parfois qui peuvent le sentir quand même, qu'ils n'ont pas la même vision, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment peut-être essayer d'arriver à réfléchir. C'est trop important. Nous, c'est pas du tout le cas, quoi. Globalement, on a une vision du monde qui est compatible. On a une façon, on n'est pas d'accord sur tout dans la façon de faire. Après, je pense que chacun se respecte. Je veux dire, bon. Voilà, leur père, il est un peu plus rude sur certaines choses. Après, je sais que je suis tellement convaincue aussi qu'il n'y a pas de recette. On a l'essentiel en commun. Le reste, chacun fait comme il veut, comme il peut. Enfin, voilà. Mais on est assez convaincus du bien de l'autre parent. Donc, effectivement, ça, c'est effectivement important et on se le redit régulièrement, quoi. Voilà, t'es un super papa, t'es une super maman. Voilà, t'es le meilleur père pour les enfants, t'es la meilleure maman pour les enfants, tout ça. Enfin, Oui, c'est il y a important. beaucoup de respect, beaucoup Oui, ah oui, dans oui, votre là-dessus, relation oui. de bienveillance, etc. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément commun, donc c'est génial si vous avez réussi à conserver l'image de l'un et de l'autre et être Oui. bienveillant l'un envers l'autre. Bon, c'est au prix de, voilà, faut prendre beaucoup sur soi parce que du coup, si on s'est séparés, c'est quand même pas pour rien. Donc, évidemment, voilà, ça demande un travail sur soi important, mais bon, je pense que c'est tellement nécessaire pour les enfants. Enfin, Oui, oui, c'est sûr que c'est très important qu'il n'y ait pas de dénigrement, ou qu'il n'y ait pas une oui. sensation que les uns sont... Surtout que là, bon, elles sont encore petites, mais après, quand il y aura l'adolescence, tout C'est ça, ça. Moi, je l'ai euh, vécu, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire différemment. Je l'ai vécu entre mes deux parents, le côté un petit peu enfant soldat contre l'un et l'autre parent, et c'était terrible. J'avais trouvé ça absolument terrible. Et je l'ai vécu, pourtant j'étais grande, j'étais adulte, mais je sentais très bien que vers l'un ou l'autre des parents, il fallait que je dénigre l'autre. C'était terrible. Ça, c'était horrible. hmm. Tu penses que C'était ça a influencé un peu ta manière de ah, voir les complètement, choses quand ça même? c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr, ça a complètement influencé ma manière de faire les choses. Et d'ailleurs, mes deux parents me l'ont dit, l'un et l'autre. T'as clairement réussi à faire ce que nous, on n'a pas du tout réussi à faire, quoi. Enfin, c'est clair. Mais parce que je pense que aussi, nous, on s'est séparés suffisamment tôt. Je pense que on n'a pas attendu d'être au point de se détester et d'avoir des rancœurs du bout des pieds au bout des cheveux, quoi. Et du coup, je pense que c'est faisable. C'est pas faisable dans toutes les situations, quoi. Mais Non, et puis parfois, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être si vous êtes dans une situation où actuellement c'est pas possible, ça peut aussi tout à fait le devenir, voilà, au fur et à mesure absolument, parce que du temps. là, je dis ça et ça paraît idyllique comme ça, mais j'ai demandé une médiation parce qu'il y a un moment donné, on n'arrivait plus à se parler, c'était très compliqué. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi des outils qui existent et je pense qu'il faut pas hésiter. Et moi, j'ai failli en demander une de nouveau il y a pas très longtemps. On a réussi à faire voilà autrement et tout ça, mais c'est pas du tout exclu que même après, une fois qu'on sera divorcé, etc., qu'on repasse par là parfois. Enfin, je veux dire. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui vraiment ça avait été extrêmement aidant, quoi. Enfin, donc
Donc la vie, c'est pas linéaire, quoi. C'est exactement quand même avec les enfants. Je veux dire, il y a des fois des choses qui marchent et puis ça marche plus. Il faut se réaccorder. Bon, bah voilà, c'est pareil. Hein. Oui, tout à fait. Et au niveau de la résidence alternée, est-ce qu'il y a eu certains points, par exemple, comment vous faites pour les fêtes, les anniversaires, Noël? Est-ce que ça a été sujet de discussion? Vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne? Ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi qui sont dans cette situation. Alors, je pense qu'il faut vraiment se détacher des dates, déjà, une fois qu'on est en résidence alternée, parce que sinon, ça peut être un petit peu douloureux de pas avoir le jour de Noël, le jour de l'anniversaire, etc. Après, nous, on s'entend relativement bien. Les anniversaires des enfants, on les a fait souvent ensemble, encore. Oui, ça, c'était aussi quelque chose que je voulais te demander, parce que vu effectivement la capacité que vous avez à échanger, ça arrive dans ce genre de cas. C'est tout à fait faisable. Et je pense qu'on verra de quoi la vie sera faite quand chacun aura refait sa vie. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible. Enfin, je veux dire, bah là, c'est sûr, on est tout seul aussi. Alors bon, bah c'est peut-être plus faisable pour ça. Mais moi, enfin, ça dépend. J'ai été avec des gens, je pense, ça aurait été totalement possible sans aucun problème, quoi. Enfin, donc voilà, quand c'est clair. Et puis donc pour les anniversaires, bah, soit on intercale, on essaye de s'arranger. Comme on s'entend bien, c'est vrai qu'on n'est pas hyper arc-bouté sur les dates, quoi. On a globalement c'est une semaine. On a par contre dans le divorce, on s'est toujours dit le jour où ça se passe pas bien, il faut vraiment qu'on ait un outil qui soit performant parce que faudra qu'on se réfère à ça. Donc c'est très 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 précis dans notre quête de divorce, c'est-à-dire que Noël une année sur 2, c'est comme ça. Ensuite, on change de semaine, en semaine paire, impair pour que ça retombe correctement. C'est la moitié des vacances scolaires. L'été, c'est 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours, avec une possibilité dérogatoire pour quand leur papa part aux États-Unis avec elle. Donc, c'est extrêmement précis, quoi. Mais ça, c'est important de le dire parce que c'est quelque chose qui est aussi un peu étonnant pour les gens qui s'engagent dans les procédures de divorce et qui s'entendent très bien. C'est que parfois, on a du mal à se projeter dans si jamais on s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on s'entend bien, ben, on se dit bah ça marche, il n'y a pas de raison qu'on commence à parler de choses qui fâchent, entre guillemets. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que la partie juridique, c'est-à-dire la partie convention de divorce, jugement de divorce ou convention parentale pour les gens qui sont pas mariés, bah, en fait, ça n'est là que si jamais un jour vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le but, c'est d'être le plus précis possible pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, qu'il y ait justement le moins de conflits possible, en fait. C'est la barrière au conflit futur. C'est absolument ça. Il faut bien voir que si un jour on est en situation de conflit, c'est vraiment un outil qui est extrêmement aidant parce que à ce moment-là, on n'aura pas de questions à se poser là-dessus, quoi. Enfin, tout sera écrit et bah, c'est l'avantage de contrat bien fait. Hein. Enfin, bon, après, c'est sûr, moi, j'ai une déformation professionnelle par rapport à ça et leur père, il est américain et donc ils sont très procéduriers. Donc du coup, ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et on n'a pas du tout de problème d'être... Alors, même des fois, lui, ça me gonfle un peu, quoi. Il faut que tout soit écrit, même par mail, etc. Dès qu'on change une date de garde et tout ça. Mais bon, ça a le mérite qu'au moins, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté et que c'est clair, quoi. Oui, tu arrives à composer avec les deux tempéraments, ça aussi c'est quelque chose, il y en a qui voudraient échanger par téléphone, il y en a qui veulent se voir, il y en a qui veulent faire des mails, et ça même rien que le canal de communication, il faut s'adapter. Hein, Complètement, parce qu'au début, nous on s'envoyait des messages et tout, il m'a demandé à ce que ce soit plus le cas, que ce soit plus que des mails, etc. Ben, je veux dire, après c'est comme tout dans la vie, bah, chacun fait un pas, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas rester... Mais oui, parfois c'est un peu pénible, mais enfin bon, c'est la vie et puis ben, chacun il y a pas de rancœur, je veux dire lui il pouvait plus par exemple les messages ou tout ça et bon bah on est passé par mail ça m'a gonflé puis je m'y suis faite et puis bon bah voilà, enfin bon. Oui, mais c'est bien de le dire, c'est pas tout beau tout rose, oui, il faut s'adapter, surtout C'est qu'avant on accepte certaines choses de notre compagnon qu'on accepte moins quand on n'est pas ensemble, donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter, quoi. Oui, il y a ça aussi. Et bon, voilà. Et puis, des fois, on accepte trop aussi. Et puis, du coup, on voit que ça prend trop sur nous. Et puis, il faut rectifier le tir. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un peu la vie, globalement, quoi. Faut toujours arriver à rectifier, à s'écouter, à écouter l'autre et puis à faire au mieux. Mais c'est pas forcément si simple. Et c'est assez paradoxal parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'on s'entend relativement vraiment bien pour les enfants et tout ça. Mais c'est pas pour ça que ça coûte pas, quoi. C'est-à-dire que ça tombe pas du ciel. Ça, c'est au prix et c'est normal, c'est du travail, c'est des efforts,
c'est des remises en question constantes. C'est pas juste eux ils ont de la chance, ils s'entendent bien. Non, eux ils ont bossé pour ça. Eux ils ont clairement beaucoup bossé pour ça. Donc mais c'est important de le dire parce que justement dans la société déjà on parle très peu des séparations et du divorce. Je pense que tu pourras me donner ton avis sur cette question, mais c'est vraiment un sujet un peu tabou quand même, faut bien le dire. Et du coup en général, quand on en parle, c'est quand ça va bien ou ça va mieux. Et forcément, quand on va en parler, ça va être qu'en positif. Ça va être beaucoup plus difficile de dire oui, mais bon, quand même, parce qu'il y a toujours ces sentiments-là qui se mêlent. On veut pas, il y a un statut à avoir, une place et puis on a toujours envie de rester dans le positif. Ce qui fait que les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça, de séparation, de divorce, ont l'impression d'être seules, en fait. Et c'est aussi le but de ce podcast, bien évidemment, c'est de montrer aux gens qu'en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et quand bien même on s'entend bien, en réalité, il faut travailler pour arriver à quelque chose qui convienne et que c'est jamais aussi simple. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a tendance à... on a vraiment tendance, mais c'est pour le divorce, mais c'est pour plein de choses pareilles. À partir du moment où on a fait un choix, le fait de dire que c'est dur, c'est comme si c'était pas légitime. C'est exactement pareil aussi avec des enfants. Il y a encore des gens... Quand on se plaint et qu'on peut dire que là on peut plus, que c'est difficile et tout ça, c'est mais tes enfants tu les as fait, d'accord, c'est pas du tout le problème. Et puis peut-être que et puis il y a plein de moments ça va bien aller, mais ça veut pas dire que c'est pas des efforts pour en arriver là quoi. C'est des efforts, c'est du travail, c'est des négociations, c'est des pleurs, c'est de l'angoisse, c'est plein de choses, mais ça vaut le coup parce que ça peut être apaisé, mais c'est du travail. Enfin c'est tout. Et effectivement, il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, de toute façon, ça va s'apaiser. Le temps va faire que ça sera pas forcément si... on va pas tous s'entendre de la même façon, etc. Et notamment, je pense aux parents qui se séparent, qui n'ont en plus pas la même vision éducative, par exemple, ou vraiment très, très différente et assez opposée. Là, ça doit être vraiment difficile quand il y en a un qui fait un chemin de déconstruction, pas l'autre, etc. Enfin, ça doit vraiment être des situations qui sont un peu plus difficiles. Mais dans toutes les situations, je pense qu'il y a vraiment des moments qui sont compliqués. Il faut pas se sentir seul par rapport à ça. C'est comme la nuit quand on est tout seul avec son bébé et qu'on perd de vue qu'en fait on est plein la nuit à être debout tout seul avec son bébé. Là c'est pareil. C'est qu'au moment où c'est hyper difficile et qu'on sait plus par quel bout prendre et que tout est dur, la vision qu'on a de nous, de cette situation, c'est vraiment pas ça qu'on avait prévu, c'était pas le plan, c'était pas notre plan de vie, c'était pas l'image qu'on voulait avoir. Ça va aller, ça va passer, mais chez tout le monde, il y a des moments comme ça difficiles, quoi. Oui, c'est important de dire que tout passe en fait aussi. Et parfois, dans les séparations comme ça, nous en tant qu'avocats, typiquement, ça va être un moment de panique. Je sais pas si tu as vécu ça, mais où par exemple, il va y avoir un mot dit par l'autre ou une inquiétude qui émerge et tout d'un coup, c'est la panique totale et on ne voit plus que cette panique-là et on n'arrive pas à se rendre compte que peut-être il faut prendre quelques jours, quelques heures. Et là, il y a tout de suite des mécanismes où il faut agir, il faut faire telle chose, il faut dire telle chose et ça peut être un engrenage. Est-ce que toi, tu as eu des peurs à certains moments, des inquiétudes particulières ou des choses qui t'ont fait paniquer en fait? Moi, j'ai eu des moments de panique, parce que c'est déjà arrivé que mes enfants reviennent pas quand ils devaient revenir. Donc, je peux te dire, au début, il y a 2 ans. Donc oui, des moments de panique, clairement, il y en a. Et c'est vrai que mon avocate avait aussi... Mais à l'époque, je l'avais assez mal vécu, quoi, parce qu'elle avait relativisé. Mais moi, ça avait été effectivement terrible de pas récupérer mes enfants quand je devais les récupérer. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit, ton avocate, à ce moment-là? Comment elle t'avait... Elle m'avait dit, bon, on va poser les choses, mais on était un peu coincés parce qu'on n'avait pas encore d'ONC à ce moment-là, on n'avait pas on n'avait pas de jugement, on n'avait aucun document officiel, on n'était pas divorcés, il n'y avait pas de document officiel fixant la garde des enfants, donc en soi, je pouvais pas faire grand-chose, quoi. Ouais, et ça c'est important aussi de le dire et c'est qu'il y a une période un peu de non-droit. Enfin voilà, il y a un moment et c'est pour ça que je te demandais aussi tout à l'heure, est-ce que quand t'as dû partir, comment ça se passe? Parce que c'est exactement ça, c'est qu'il y a un moment en fait, vous êtes tous les deux des parents, vous avez les mêmes droits. Donc en fait, il y en a pas un qui a plus de droits que l'autre, ce qui fait qu'on rentre dans un rapport un peu de force ou pas. Enfin, si on arrive à s'entendre, tant mieux, mais parfois ça peut être on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain en fait. Donc nous, en tant qu'avocats, c'est assez difficile à gérer quand il y a des inquiétudes ou des choses comme ça, parce qu'on va dire, oui, en soi,
Vous pourriez aller là les récupérer parce que notamment quand on a des personnes qui partent avec les enfants et qui disent à l'autre bah non tu les récupères que tel jour ou telle heure etc. Bah en fait non elle a pas le droit de le faire. Vous êtes censés vous mettre d'accord mais en même temps qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la sortie de l'école et les récupérer puis le lendemain c'est l'autre qui va faire pareil et puis le surlendemain enfin on rentre dans des rapports de force donc c'est pour ça que c'est des périodes extrêmement délicates. Donc si vous nous entendez et qu'à ce moment-là vous n'avez pas d'avocat, etc., bah, courez chez votre avocat. Oui, ah oui, absolument. Parce que ça, c'est quand même, quand il y a 2 avocats dans l'histoire, c'est plus simple parce que ben, on est tous à même de rappeler quand même la bonne intelligence et de pouvoir peut-être ramener les gens. Parce que des deux côtés, en fait, c'est des paniques qui s'expriment. Donc, oui, c'est ça. Voilà, il faut ramener les gens à la raison, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et donc oui, ça a été une période. Ça a été une période extrêmement difficile et c'est vrai que cette zone-là de non-droit, tant qu'il n'y a rien d'écrit, c'est pas simple, quoi. Je pense que c'est cette période quand même à essayer de réduire le plus possible. Après, le reste, voilà. Mais je pense qu'à refaire, si tu vois, tu me demandais tout à l'heure à refaire, peut-être que dès le départ, on écrirait les choses même de façon informelle entre nous. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on ferait parce que... Et c'est des choses qui ont aussi une utilité, hein, il faut quand même le savoir. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, sous le coup, par exemple, d'une séparation ou d'un sentiment de culpabilité, oui. Attention de ne pas écrire certaines choses qui sont contraires à ce que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est une chose très importante. Mais par contre, si ça relève d'un accord ou en se disant, bah moi, je pars du domicile, voilà, est-ce que tu es d'accord qu'on s'organise comme ça et que les deux sont d'accord? Effectivement, c'est bien de faire un petit papier très rapide sans rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas juriste, enfin bon, sauf toi, Océane, mais en règle générale, voilà, il y a pas de besoin qu'il y ait une effectivité légale, mais au moins, on sait que à ce moment-là, quand vous êtes séparés, vous étiez tous les deux d'accord pour cette chose-là. Et si ensuite, il y a des distensions ou qu'il y a des désaccords, on pourra quand même dire, tout le monde est d'accord qu'à ce moment-là, voilà ce qui était prévu. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour la suite, effectivement. Voilà. Et effectivement, ce que tu disais juste avant, je pense que c'est hyper important de ne pas prendre de décision quand on n'est pas à même de le faire. C'est-à-dire quand on est quand on est en colère, quand on est triste, etc. On prend pas de décision à ce moment-là. C'est vraiment important. On prend pas de décision, on n'écrit rien à ce moment-là. On attend que ça passe. Ça passera toujours. Ça passera toujours comme un nuage dans le ciel. Enfin, moi, je sais que je me suis souvent dit ça et encore aujourd'hui, parfois, quand il y a des moments difficiles, c'est comme dans un encart de fenêtre. Le nuage, il passera forcément. Même si le vent, il est pas fort, il passera. Il va pas rester là, quoi. Et d'attendre ça et d'avoir nous, on est adultes. Les enfants, quand ils sont en pris à des tempêtes émotionnelles, c'est ça, c'est que voilà, et ça va passer. Mais nous, on est adultes, donc on a la conscience de se dire que ça va passer. Donc juste de se forcer quand même là et d'être un peu discipliné à pas prendre de décision à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Et de se faire accompagner. Encore une fois, l'avocat, c'est pas une déclaration. L'avocat, il aide. C'est exactement ça. Et l'avocat, il aide vraiment, vraiment à ça. Enfin, moi, vraiment, je le dis à tout le monde. Je sais que parfois, c'est vrai que c'est un investissement financier qui est. Mais ça, il faut en parler aussi à son avocat. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être. On peut s'organiser, on peut lisser les choses. Enfin, on peut toujours s'organiser financièrement, mais c'est vraiment pas une économie à faire, je trouve. Vraiment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que c'est important et je le dis, je le redis, c'est que, bon, pour les divorces, c'est autre chose parce que l'avocat est obligatoire. Donc là, moi, ce que je dis, c'est profitez-en, hein, allez-y dès le départ. Comme ça, vous avez quand même cet éclairage juridique et ce soutien depuis le départ. Et c'est pas une déclaration de guerre quand on va voir son avocat. Pas du tout. Voilà, tu en es la preuve vivante. C'est juste que ça permet parfois aussi d'avoir un éclairage qu'on n'aura pas et qui peut nous aider à décider, à se mettre d'accord. Voilà, parce que parfois on a aussi des a priori et des choses qui vont faire qu'on va refuser certaines choses, alors que quand on explique la situation, les règles, on peut voir les choses d'un autre angle. Voilà, c'est aussi parfois un intérêt. Et pour les gens qui sont pas mariés, qui se séparent avec un avocat qui n'est pas obligatoire, pareil, vous avez besoin en fait des mêmes choses. La loi vous impose pas, mais c'est tellement une plus-value d'être accompagné et d'avoir. Complètement. Surtout que vraiment, moi, je trouve que là, la présence de nos avocats, pour le coup, ça a eu peu à voir avec le divorce et la séparation de nous deux. C'était surtout pour organiser notre vie avec les enfants et tout ça. Et donc, du coup, qu'on soit marié ou pas, c'était pareil, quoi. Donc, ça n'a aucune...
c'est vraiment pas tant par rapport au mariage que par rapport à un changement de vie, voilà, avec des enfants et ça, c'est trop important. Ça a été trop important. Vraiment, nous, nos deux conseils ont pu quand même recaler des choses. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure de nos avocats. Ils ont vraiment pu nous aider à sortir de la panique à des moments donnés et de poser des choses très concrètes. Et en plus, qui t'aident à avancer parce que c'est un cercle vertueux aussi dans l'autre sens. Comme c'est un cercle vicieux quand tu paniques et que tu vois plus rien, que tu prends de mauvaises décisions, quand tu as quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui te dit attendez, bon là, il y a tout ça, on va poser tout ça concrètement dans les faits. C'est pas dramatique, il y a ça, 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 on peut faire ça, 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 et du coup ça apaise les choses et ça permet aussi d'avancer dans son cheminement. Donc c'est voilà, ça travaille de concert quoi, c'est vraiment important. Ouais, tout à fait. Et je me demandais aujourd'hui, donc on est quand même un petit peu plus loin, mais comment tu vois l'avenir de tes filles? Comment tu vois votre relation avec leur papa? Comment tu imagines les choses? Forcément, vous allez certainement refaire vos vies l'un l'autre. Vous allez peut-être vouloir, avoir des projets qui vont avoir une influence sur votre lieu de vie ou vos enfants. Comment t'envisages les choses? Ou est-ce que tu fais au jour le jour? Ou est-ce que des fois tu te demandes, est-ce qu'un jour mes filles auraient une belle-mère? Est-ce qu'un jour il va y avoir quelqu'un dans ma vie? Est-ce que peut-être j'aurai d'autres enfants? Enfin voilà, comment tu vois les choses? Alors moi, j'aimerais bien qu'elles aient une belle-mère. J'aimerais bien qu'elles aient une figure maternelle au quotidien quand je suis pas là. C'est vrai que c'est quelque chose qui me rassurerait. Tu fais pas partie de ceux qui ont vraiment cette inquiétude-là, un peu d'une tierce personne qui rentre dans l'équation et qui pourrait pas être en concurrence, mais il faut quand même pas se cacher qu'il y a cette idée-là chez certaines personnes de se dire c'est une autre personne qui va un peu prendre ma place quoi pendant cette période-là. Non, franchement pas du tout, pas du tout. Non, franchement pas du tout. Moi, j'ai pas de place auprès de leur père quand je suis pas là. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est plus ma place du tout, quoi. Et du mieux dans la vie de mes enfants, ça sera toujours du mieux. Enfin, c'est vraiment, non, oui, ça peut être une personne ressource supplémentaire. C'est ça qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'en fait, c'est exactement ça. Moi, je suis décorrélée de ça. Ça me concerne pas, en fait. C'est juste que du mieux dans la vie de mes enfants, ça sera du mieux, quoi. C'est tout. Voilà, ça me concerne pas du tout, quoi. C'est vraiment, et par contre, en plus, franchement, je serais d'autant plus soulagée si leur père, il peut refaire leur vie et être heureux avec quelqu'un. Ça va m'enlever un poids quand même aussi. Enfin, faut pas. Faut se l'avouer, quoi. Donc la culpabilité, elle est encore un peu là, et je sais que ce jour-là, je vais quand même être un peu libérée, quoi. Donc non, vraiment ça, il y a pas de souci. Après moi, j'aimerais beaucoup refaire ma vie et j'aimerais beaucoup avoir d'autres enfants. Maintenant, je cherche pas ça à tout prix, quoi. Je veux dire, l'important c'est d'être d'être aligné, d'être bien, etc. Et puis si ça arrive, tant mieux. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Les filles en parlent régulièrement. J'avance en âge, tout ça. Donc oui, je me pose la question, c'est sûr. Ouais, ça te fait pas peur, de replonger dedans? Tu irais jusqu'à te remarier? Ça t'a pas... Ah oui. Ah non, ça m'a pas du tout... Non, vraiment pas du tout. Non. Je pense que je ferai un contrat de mariage, par contre. Ou tu serais plus prête si jamais... tu serais plus préparée aux éventualités. Mais non, pas du tout. Ah non, je reste très convaincue de l'engagement, de protéger l'un et l'autre, les enfants. Là, non, pour moi, c'est pas rien tout ça. Le mariage, pour moi, a toujours une importance et une raison d'être. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est vrai que je l'imagine assez sereinement, quoi. La grande question pour nous, c'est par rapport au lieu de vie. Et effectivement, je pense que c'est la question primordiale quand même quand tu es en garde alternée et séparée. C'est-à-dire que quand même très concrètement, en tout cas dans nos têtes, pour l'instant, on est un peu bloqués ensemble, quoi. Ouais. Au niveau géographique. On l'envisage pas autrement parce que on est en garde alternée, donc ça nous oblige l'un et l'autre à être ici. Et ça, vous en avez conscience, quoi. Oui, on en parle souvent. On en a parlé à un moment donné. Moi, parfois, j'ai été avec des personnes, parfois seule. Donc, il y a eu des moments aussi où j'étais seule, où j'ai dit, si tu veux, là, si tu veux qu'on reparte aux États-Unis, c'est maintenant, quoi. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Souvent, quand il y a un des parents, soit qui est d'une autre région, par exemple, ou soit qui est carrément d'un autre pays, quand il y a comme ça un choc, un changement de vie, il peut y avoir un petit peu un désir de se rapprocher de ce qu'on connaît, de là où on a un entourage, etc. Alors, est-ce que cette question-là a été évoquée éventuellement de la part du papa à un moment, peut-être Alors, en fait, on en avait parlé parce que nous, notre but ensemble, en tout cas, c'était de repartir à un moment donné aux États-Unis. Donc, forcément,
Bon, là, ça a changé un peu la donne. Maintenant, là, ça a été réabordé à la séparation et après, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qu'il envisage. Voilà, leur père est pas forcément. Il aime beaucoup sa famille, mais ils sont pas trop dans le même monde, quoi. Donc, du coup, c'est pas, ça aurait pas été forcément un ressourcement de retourner là-bas, quoi. Euh, donc déjà il y avait pas ça et puis il est très bien ici quoi. Donc heureusement voilà il a son travail etc. Il n'envisage pas de repartir aux États-Unis. Bouger en France par contre ça s'est posé. On s'est posé la question et on en a reparlé il y a pas hyper longtemps. Voilà. Et à un moment donné où je m'étais séparée, etc. Et je me disais, bah, c'est peut-être si tu veux qu'on bouge, là, c'est une bonne période pour en parler. Et je pense que ce sera comme ça jusqu'à ce que ça va être un petit peu différent quand l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre auront refait leur vie et seront ancrés d'une autre manière ici, quoi. Oui, c'est sûr que c'est ça qui est un peu incertain dans la résidence alternée. Ça, c'est incertain, voilà. Mais la question, on se la pose régulièrement. Et là, on se dit, voilà, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il me disait, bah, si on devait bouger, je pense que ça serait à Lyon. Dans notre belle ville. Vous savez, notre cabinet est à Lyon, donc oui, très exactement. Et du coup, voilà, il me disait, si on devait bouger en France, ça serait là. Est-ce que, enfin voilà, on en avait parlé. Je disais, mais moi, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis pas opposée, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, là, pour l'instant, c'est pas sérieusement envisagé, mais on en parle régulièrement, ouais. Ouais, mais là encore, vous êtes vraiment à un niveau de communication qui est quand même assez, assez élevé. Hein. Faut s'en rendre compte. Du coup, moi qui est quand même, qui ne fait que ça, hein, c'est vraiment super pour vous parce que ça enlève quand même une inquiétude. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous savez que vous ne prendrez pas de décision sans avertir l'autre, en tout cas en l'état actuel de la situation. Oui, ça, c'est sûr. Et ça sécurise quand même votre. On pourrait pas. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que j'entends souvent des histoires par rapport à ça, mais je sais pas comment les gens font en fait parce qu'on est en garde alternée. Enfin, c'est-à-dire que celui qui part, enfin, il peut pas décider d'embarquer les enfants ou de plus voir ses enfants. Enfin, je sais pas comment les gens font du coup. Eh ben, en fait, en réalité, on peut pas imposer à quelqu'un un lieu de vie. Par exemple, ce que tu disais, on est un peu coincé à Nantes, etc. Si l'un de vous deux voulait habiter ailleurs ou partir dans une autre ville, une mutation, quoi que ce soit, en soi, rien ne l'en empêche. C'est pas la résidence alternée qui va l'empêcher. Par contre, forcément, on peut plus faire de résidence alternée si on est à des centaines de kilomètres ou même à des dizaines. Les enfants, ils vont pas se faire 1 heure tous les matins de déplacement pour aller à l'école et ils vont pas non plus être dans 2 écoles différentes. Mais par contre, en fait, ça va être soit on se met d'accord, moi je m'en vais, je veux que les enfants viennent avec moi et qu'ils te voient de telle manière, ou à l'inverse, moi je m'en vais, les enfants restent avec toi et je veux les voir de telle manière. Et dès qu'on n'est pas d'accord, là, c'est le juge en fait qui décide et de ce qui va se passer. Voilà, c'est une situation qui sera celle qui existera et le juge va regarder l'intérêt des enfants. Il faut pas se mentir, celui qui reste a quand même beaucoup plus de poids que celui qui part, parce que forcément, celui qui part impose un changement à tout le monde, et notamment aux enfants, tout simplement un changement de cadre, un changement d'école, un changement d'entourage, un changement de lieu de vie, etc. Donc forcément, celui qui part est beaucoup plus insécure par rapport à ce qui va se passer. Mais ça peut quand même rabattre totalement les cartes. Par exemple, celui qui était très bien dans une résidence alternée peut se retrouver à devoir avoir les enfants en résidence habituelle et peut-être, si c'est très loin, que l'autre parent les voit que les vacances. Tu vois, tout est rabattu. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que parfois, on nous dit ça, oui, mais on est en résidence alternée, donc je suis obligée de rester à côté. Oui, si tu veux maintenir ce cadre-là, mais en soi, légalement, il y a rien. Ça. Voilà. Légalement, c'est ça, c'est plus une obligation, enfin pas une obligation, mais c'est-à-dire que quand on a fait les enfants, on s'engage quand même effectivement à ce que leur intérêt passe quand même globalement en premier, quoi. Y compris à être bien soi-même d'ailleurs quand on n'est pas bien mais c'est aussi le prisme de l'intérêt des enfants, quoi. Je veux dire, c'est plus cette obligation morale là dont je parlais, je pense, et dont on est ultra investis tous les deux. Enfin, je pense qu'on est vraiment des parents à 200% chacun, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on l'envisagerait pas du tout. Je pense qu'on l'envisagerait que si on était un point, par exemple, dans nos boulots ou dans une ville où vraiment on était tellement mal que du coup, on pourrait pas bien s'occuper de notre famille et de nos enfants. À ce moment-là, je pense que peut-être on l'envisagerait. Et du coup, ça serait la solution la moins pire, etc. Mais tant que c'est pas comme ça, non, effectivement. Mais c'est même où on vit à Nantes, quoi. On en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on vit dans le même quartier. Et là, on réfléchissait pour acheter. Enfin, moi, je réfléchis pour acheter. Et du coup, c'est des discussions qu'on a aussi un petit peu à la marge à deux parce que du coup, est-ce que pour acheter, il faut sortir de Nantes? Du coup, est-ce que du coup, on se dit oui, du coup, on va aller au même endroit. Et
c'est pas évident. Mais ça, c'est vraiment pas évident parce que ça, par contre, c'est pas une envie, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie d'être à côté. On n'a absolument pas ni l'un ni l'autre forcément envie de se croiser si on fait notre vie, etc., etc. Sauf que, pour l'intérêt des enfants, on est bien obligé d'être autour de la même école, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et qu'il faut bien noter, c'est que quand on se sépare, on reste quand même liés, hein, voilà, surtout en résidence alternée. Les choix de l'un influent sur l'autre. Donc, et c'est pour ça que je pense que la vie plus tard, je la vois vraiment, enfin, il faut nécessairement, et je pense que ça fera partie des choix, en tout cas moi de mon côté, mais je suis convaincue que lui aussi, on fera des choix de compagnons où les gens auront suffisamment de recul sur les choses et seront suffisamment sécures eux-mêmes dans leur intérieur personnel pour qu'on puisse s'entendre et se voir, parce que sinon c'est ingérable. Enfin, je veux dire, faut que ça puisse. C'est tout ce que je te souhaite, ça, c'est sûr, parce que malheureusement, qu'on puisse rester des parents ensemble, quoi. Enfin, voilà. Malheureusement, c'est toujours des équilibres qui sont quand même assez, mouvants, fragiles. Donc, c'est ce que vous faites actuellement, c'est de renforcer, et ce qui vous permettra d'être le plus fort possible pour quand il y aura des éléments extérieurs. Pas que des compagnons, ça peut être une mutation, ça peut être n'importe quoi, ou des événements de la vie, voilà, qui font que après c'est quand même mieux d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, des fois, on a des gens qui nous ont dit, oui, mais à force, moi je l'ai déjà entendu, oui, vous vous entendez, enfin, genre vous parlez trop et vous parlez trop des enfants, et puis il n'y a pas de place du coup pour refaire sa vie, quoi. Mais je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois que ce sont deux choses différentes. Oui, de toute façon, chaque famille est différente, chaque histoire est différente, et on peut, enfin, ça n'a pas trop de sens de dire il faut moins qu'on parle de nos enfants pour pouvoir faire rentrer. Je pense que c'est des gens qui ont encore cette confusion, en fait, justement. Quand on fait des enfants, on est parents toute notre vie ensemble. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent pour me dire ça, comment tu fais. Enfin, moi, du coup, on est plus ensemble, mais j'ai l'impression de devoir rester coincé avec l'autre à vie. Bah ouais, c'est-à-dire faudrait le voir autrement que d'être coincé, mais c'est juste qu'on a fait des enfants avec quelqu'un et effectivement, il fera toujours partie de notre vie, toujours pour toujours. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que là, dans le choix de ton mari, t'avais bien choisi, entre guillemets, vos personnalités et votre vision des choses. C'est vrai que malheureusement, parfois, on est dans une situation où la séparation, en fait, elle fait renaître tout ce qui n'allait pas. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas et beaucoup de choses sur lesquelles les gens n'étaient pas du tout d'accord. Ce qui fait que forcément, là, on rentre dans des situations qui sont inextricables, clairement. Donc, heureusement. Oui, c'est sûr. Et je pense que ça arrive. Enfin, effectivement, il y a des fois, on a beau tourner dans tous les sens, il y a des situations qui sont hyper pénibles. Enfin, et c'est vrai qu'il ne faut pas aussi, des fois, se culpabiliser en se disant je trouve pas la solution. Et des fois, des solutions, il n'y en a pas. Enfin, c'est vrai que après, il n'y a plus que le lâcher prise, quoi. Je crois qu'il n'y a plus que ça, quoi, quand on est dans ces situations. Et c'est pas dit qu'un jour, nous, ça arrive pas, C'est toujours pareil, c'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, on a même pas 40 ans, on sait pas comment chacun va évoluer. C'est possible qu'à un moment donné, la compatibilité qui nous reste là sur certaines choses, peut-être un jour, elle le sera plus. Enfin, je veux dire, c'est pas exclu, quoi. Mais vous avez quand même les outils, les réflexes, ça c'est important, avocat, médiation, voilà. Même d'ailleurs dans l'avocat, je veux dire, si un jour il y avait une décision qui doit être prise ou un conseil juridique à avoir, il faut bien avoir ce réflexe-là de demander et d'avoir des conseils sur comment agir, quoi faire, parce que pareil, ça serait un moment de panique qui ferait qu'on pourrait dire des choses ou prendre des décisions qui seraient contraires à notre intérêt, à l'intérêt de l'enfant, etc. Je pense que ça, c'est vraiment le réflexe qu'on aura maintenant chacun. Enfin, c'est-à-dire que moi, je sais que ça va sûrement se représenter un jour si je vais refaire ma vie. Je pense que ça sera pas simple. Je pense que ça sera pas simple et je suis prête à un moment donné. Je sais que peut-être un jour, on va devoir reprendre des avocats. Peut-être un jour, ça se présentera, même en s'entendant comme ça. Là, je sais très bien que si je faisais certains choix, leur père serait pas d'accord et on devrait aller devant le juge. Je le sais que ça peut arriver, même en ayant cette communication-là. Donc, je suis complètement prête à ça et je pense qu'il l'est aussi. Et c'est qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste des avis et des intérêts qui sont différents. Et à ce moment-là, il faudra que quelqu'un tranche. Ça arrivera dans la vie et ça empêche que ça pourra arriver dans le respect quand même. Exactement. Et là, nos avocats seront là pour ça et ça sera pas forcément la guerre, mais c'est juste que là, ok, moi je veux ça, ouais, mais moi je veux ça et je pense que c'est pas bon et moi je pense que c'est pas bon et ben du coup quelqu'un tranchera, c'est fait pour ça et on aura des gens pour nous accompagner et clairement on aura ce réflexe-là, c'est certain, c'est sûr. On aura, je pense, la médiation dans un premier temps et puis si
l'accord ne peut pas être trouvé parce que parfois c'est comme ça, on ne peut pas trouver d'accord. Je veux dire, ça peut arriver, et ben ça sera tranché. C'est pas exclu que ça arrive pas un jour. Hein. Bah, c'est sûr. C'est sûr que la médiation pour parler, pour échanger au même endroit, au même moment, c'est super. Et c'est très, très... ça va très bien avec le rôle de l'avocat, entre guillemets, parce que les médiateurs sont pas forcément juristes non plus. Voilà. Là, ton avocate, justement, était formée à la médiation. On est plein d'avocats à être formés à la médiation. Mais c'est vrai que parfois, en médiation, il faut bien s'assurer que les décisions qu'on prend aient une portée juridique réelle. Moi, c'était important que nos médiateurs soient avocats. Par contre, c'était obligatoire, parce que... Là, voilà, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de médiateurs qui sont pas avocats. Hein. Voilà. Ah, ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que, à mon sens, il faut absolument derrière avoir le lien avec son avocat pour être sûr que ce qui peut être discuté, les bases, etc., soient les bonnes en fait. Hein. Parce que si on fait toute une médiation pour arriver à quelque chose qui en fait n'est pas exécutable en justice, et je l'ai déjà vu, hein, donc voilà, et ben en fait on revient à zéro et c'est pire parce qu'on s'est mis d'accord avec beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour en fait quelque chose qui s'appliquera pas et donc c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà. Moi je pense que la médiation par avocat est bien parce que là en plus c'était pour aboutir à des accords et à des décisions. Donc c'était effectivement c'est exactement ça, c'est qu'on n'allait pas faire le travail plusieurs fois. Je veux dire c'était vraiment important. Après effectivement quand c'est des médiations ou quand il y a plus de décision à prendre et tout ça, c'est un peu différent. Mais là quand on parle effectivement de ces procédures-là, que ce soit de divorce ou de séparation, quand il y a encore qu'il y a des choses à mettre en place et tout, bon, je trouve quand même que la médiation avocat c'est quand même mieux quoi. Oui, tout à fait. Bon, alors on en arrive à ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais éventuellement des conseils ? Est-ce que toi, tu as trouvé des ressources, des conseils, je sais pas, des livres, des gens qui t'ont permis de traverser cette période, qui t'ont... Pas du tout. Pas du tout, parce que franchement, la séparation, pourtant, la moitié des gens se séparent, mais on n'en parle pas, quoi. C'est vraiment tabou. C'est vraiment tabou. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Je commence tout juste. C'est vrai que j'ai une activité secondaire avec une page Instagram sur laquelle je partageais initialement des choses en allaitement, en maternité, etc. Aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de parler de la vie privée des enfants, donc je parle plus tellement de leur évolution. Mais par contre, je commence un petit peu à parler de la séparation 3 ans après. Mais j'ai mis énormément de temps à assumer le fait que j'avais le droit d'en parler, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, tu t'es sentie... Enfin, t'as rien trouvé, quoi. Est-ce que t'as cherché ou est-ce que... Ouais, j'ai cherché... J'ai même pas tellement cherché, en fait, parce qu'on se sent pas légitime au point où on estime même pas qu'on pourrait chercher et trouver des ressources, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je commence à en parler régulièrement, parce que je vois les gens... Il y a un besoin qui est énorme par rapport à ça. On est tous là dans notre coin, on est très nombreux dans notre coin à se séparer et on n'en parle pas. Et c'est trop dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que moi j'essaye de le faire, je commence à essayer de le faire, mais c'est vrai que c'est tellement pas simple dans notre société que c'est pas limpide et facile à faire pour moi comme ça l'était pour parler du maternage, par exemple. Là, c'est plus compliqué et en même temps, je pense que le besoin, il est énorme. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien continuer à le faire parce que je pense que ça peut vraiment énormément aider, quoi. Toutes les embûches et les choses par lesquelles on est passé, quand on y passe seul, il y a ce côté effectivement panique, mais c'était exactement la même chose que pour le maternage ou pour l'accouchement sans péridurale, etc. C'est-à-dire que quand on n'a jamais entendu parler et que tu sais pas, tu paniques. Quand on commence à en parler et que dans un coin de sa tête, quand ça nous arrive, on se dit « Ok, c'est pas complètement inconnu ça. C'est pas complètement inconnu et je sais que ça va passer. » C'est quand même un peu différent. Tout à fait. Entièrement d'accord. Et du coup, merci encore. Mille merci de participer à notre podcast et d'avoir témoigné. Ça pourra, je pense... Merci beaucoup de faire ce podcast. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt.